Merci d'être de retour pour la reprise des interventions à l'occasion de ce colloque COFAS Risque Pays 2014. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que la matinée a été consacrée au potentiel de croissance dans les économies avancées, aux entreprises africaines, avec de nombreuses opportunités qui sont autant de raisons d'espérer dans les possibilités de croissance future, même si le chantier est vaste, qu'il s'agisse des réformes à mettre en œuvre, on l'a vu ici en Europe, pour aller sur la voie d'une croissance qualitative qui ne va pas sans réduction des coûts et discipline budgétaire. Et pour les entreprises africaines, eh bien, le développement d'un climat propice aux affaires, qu'il s'agisse de l'accès au financement, de la qualité des infrastructures, du cadre réglementaire ou encore des pratiques en matière de gouvernance. On va maintenant s'intéresser à ces pays dits émergents, ceux sur lesquels nous fondions ici même l'année dernière encore beaucoup d'espoir. Où en sont-ils ? J'appelle pour qu'il nous donne son éclairage, celui qui, du voyage au pays du coton à sur la route du papier, en passant par l'avenir de l'eau, a si bien décrit les voies de la mondialisation, l'économiste, écrivain et membre de l'Académie française, Éric Orsena. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honoré d'avoir été invité à votre réunion. En plus, je me sens des sentiments de fraternité envers vous, parce que, si j'ai bien compris, votre métier est un métier de guetteur. Donc, vous devez avoir dans l'âme la curiosité. En tant qu'académicien, je voudrais vous rappeler quelle est l'origine du mot curiosité. Curiosité vient du latin cura, qui veut dire le soin, comme dans cure ou curatif, c'est-à-dire que les gens curieux prennent soin du monde. Ce que vous faites. Salut à vous. Je savais bien que c'était mieux de me faire des amis dès le début. Alors, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, après différentes expériences, j'ai eu envie de revenir à l'économie et j'ai écrit un petit livre sur le coton. Et contre tout bon sens et contre toute attente, ce livre s'est vendu. Ce qui a eu comme conséquence heureuse pour moi, c'est qu'un jour, mon éditeur m'a convoqué et m'a dit « Tu as vu les tirages ?» J'ai dit « Bien sûr, heureusement parce que j'ai des frais. » Et il a enchaîné sur la phrase que j'attendais depuis l'âge de 7 ans. « À partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. » Il ne m'a plus beaucoup revu. Alors, il se trouve que j'ai cette chance de faire un tour du monde en gros tous les 2 ans. Donc j'ai fait le coton, vous l'avez dit, j'ai fait un tour du monde de l'eau, le papier. Le prochain, c'est sur la mer dans la mondialisation. Alors je vais vous dire rapidement quelles sont mes 5 remarques sur à la fois les blocages et les raisons de révolte. Et en fait, c'est souvent la même chose. La première, on en a parlé beaucoup ce matin, et je voulais remercier tous ceux qui ont organisé cette rencontre, parce que déjà la matinée, c'était passionnant. C'est la question des infrastructures. Alors, pour le coton, je me suis promené dans le Mato Grosso, c'est-à-dire à l'extrême ouest du Brésil, et je me suis rendu compte que vraiment pour sortir, désenclaver ce coton, pour aller jusqu'à la côte, pour qu'il soit transporté dans les bateaux, c'était vraiment difficile. Et j'ai vraiment vu là, très concrètement, ce que c'était qu'un pays en pleine croissance et qui manquait de l'essentiel, c'est-à-dire des routes et des trains. Vous avez peut-être vu ce qui se passe au Brésil, les révoltes, mais un peu partout dans le monde, ce qui se passe en Turquie, et ce qui se passe vraiment dans énormément d'endroits. Il se trouve que je me passionne aussi pour les villes. Et quelle est la revendication première des habitants dans toutes les villes ? C'est les transports. Qu'est-ce qui tisse un espace ? C'est le transport. Et quand on n'a pas de transport, il y a des révoltes. Autre exemple, quand vous imaginez le mal qu'on a eu, et ce n'est pas encore tout à fait fini,
à construire une autoroute entre Rabat et Tunis, vous avez compris tout à fait pourquoi le commerce se fait nord-sud et pas sud-sud ou est-ouest. Quand vous savez le potentiel gigantesque de l'agriculture africaine, avec la conviction qui est la mienne, que la prochaine ferme du monde ne sera pas le Brésil, mais l'Afrique, vous vous dites qu'il y a quelque chose qu'il faut régler, c'est que 30 à 40% des récoltes arrêtent de pourrir au bout des champs en Afrique parce qu'il n'y a pas des endroits de stockage ni des endroits de transport. La question est absolument clé, la question des infrastructures. Prenons le cœur de l'Afrique, que je connais bien, notamment le Mali. Il se trouve, j'en parlais au déjeuner, que j'ai pris tous les risques, c'est le thème de la journée, en m'aventurant dans le train entre Dakar et Bamako, sauf pour des raisons personnelles de suicide que je ne critiquerai pas, ne prenez pas ce train, et c'est avec la voie sud qui aboutit à Abidjan, c'est la seule façon de désenclaver le Mali. Une des raisons des troubles actuels du Mali, c'est évidemment cet incroyable enclavement. Allons plus loin dans le domaine de ces infrastructures. Alors, M. Labonne l'a dit ce matin, et je partage tout à fait son sentiment, la chance de l'Afrique et d'autres pays émergents, c'est de bénéficier de sauts technologiques, comme par exemple le portable, dans le domaine de la librairie. Je ne crois pas du tout à l'ouverture de librairies, il y en a si peu dans les pays que je connais bien d'Afrique, mais je vois le développement de genre Amazon, c'est-à-dire que le e-commerce en Afrique devrait avoir un développement énorme, mais évidemment avec des besoins de logistique premiers. Donc, première remarque, frein à la croissance, l'infrastructure. Deuxièmement, l'environnement. Il n'y a pas de hiérarchie. Parfois, l'environnement est encore plus important que l'infrastructure. Alors, l'environnement dans ces pays émergents, ce n'est pas du tout ce qu'on peut penser de temps en temps dans les questions d'environnement. Nicole Notin en a parlé ce matin, les petits oiseaux, tout ça, c'est une question de survie. Regardez ce qui se passe à Pékin, où 6 mois par an, la vie devient impossible étant donné la situation de l'air. Donc cette question-là est cruciale. Et s'il y a un frein à la croissance continue de la Chine, c'est sûrement cette première question. La deuxième question que je vois partout dans le monde, c'est la question de l'eau. Et quand, par exemple, vous tracez une ligne horizontale, parallèle à l'équateur, entre le nord de Shanghai et le Tibet, vous avez le même nombre de populations au nord et au sud, sauf qu'au nord, vous avez à peine 20% de l'eau. Comment vous faites? On revient à la question des infrastructures, mais la contrainte de l'eau est évidemment absolument centrale. On pourrait continuer dans tous ces domaines, et notamment dans le domaine des évolutions climatiques. Il se trouve qu'avec le Cercle des économistes, nous avons travaillé sur la question des raretés. Et nous avons distingué 2 sortes de raretés, des raretés qu'on a considérées comme opiniâtres, c'est-à-dire correspondant vraiment à des finitudes, et puis des raretés paresseuses, des raretés qui nécessitent des investissements. Et c'est là où ces blocages et ces freins sont des formidables opportunités d'investissement en même temps. Et dans 85% des cas, la rareté de l'eau n'est pas une rareté physique, c'est un manque d'investissement. Et quand on décide de mettre les investissements qu'il faut, en rassemblant toutes les recettes qu'on peut imaginer dans ce domaine, y compris le dessalement, mais pas seulement, on arrive à des résultats. Dernier point sur la question des raretés, qui sont en même temps des opportunités pour d'autres régions du monde. Vous savez sans doute que l'Asie est déjà globalement déficitaire en terres arables,
et le sera d'autant plus que le régime alimentaire se trouvera modifié. Vous avez là une question clé. Donc blocage d'un côté, opportunité pour ceux qui pourraient vendre ou prêter des terres, louer des terres, mais le dernier rapport de la Banque mondiale prouve que ça fonctionne bien si un État suffisamment fort pour faire respecter les règles du jeu. Deuxième point, donc, l'environnement. Troisième point, le social. Il se trouve que lors de mon enquête sur le coton, j'ai rencontré une dame charmante qui se trouvait à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Et alors elle me parlait de son métier qui la passionnait en disant « Moi, je suis responsable d'un groupe de distribution français et mon métier, c'est, dans toute l'Asie du Sud-Est, pour le textile, de trouver moins cher. Donc la Chine, c'est trop cher. Le Vietnam, ils en prennent un peu trop à leur aise. Donc maintenant, j'ai trouvé le Bangladesh. » Et vous avez vu, Nicole Notin en a parlé ce matin, de ce qui se passe avec le Bangladesh quand on va toujours au moins cher, encore moins cher, encore moins cher. Donc la question qui est là posée, et c'est là, avec évidemment des révoltes, avec des drames, évidemment des révoltes. Vous avez vu qu'au Brésil, en Chine, un peu partout, il y a des revendications salariales en disant la croissance est là, pourquoi est-ce qu'on bénéficierait pas? Alors ce qui est intéressant, c'est que là vous avez la double révolte. La révolte des gens qui bossent comme des damnés et qui ont envie de bénéficier un peu du développement du pays. Et puis il y a la révolte de l'économie nationale aussi, qui évidemment, s'il n'y a aucune sorte de redistribution, il n'y a pas de pouvoir d'achat distribué dans le pays, et donc il n'y a pas le deuxième moteur de la croissance, il n'y a que l'exportation et non plus la consommation interne. Et donc, ce qui est en jeu dans ce domaine-là, c'est la construction d'une classe moyenne. Si on laisse aller le mécanisme de l'inégalité croissante avec des très riches et des très pauvres, il n'y a pas la classe moyenne, et on sait que le véritable développement s'appuie sur la classe moyenne. Quatrième point, la question de la gouvernance. Alors j'étais passionné par aussi, vous voyez que je n'ai pas perdu ma matinée, par le débat sur les entreprises africaines. Et alors ce qui m'intéresse beaucoup dans le secteur de l'économie de l'Afrique, que je connais assez bien, c'est qu'on est en train de voir en Afrique se développer un véritable secteur privé. Parce qu'avant, jusqu'à une date assez récente, la plupart des entrepreneurs étaient présidents, ministres, fils de président ou neveu de président. Maintenant, il y a un secteur véritablement privé. Et donc, honnêtement, c'est un signe de bonne santé. Donc, et une vraie amélioration, évidemment, de la gouvernance des entreprises africaines, et c'est un peu vrai un peu partout. Maintenant, il y a la question de l'État. Alors, si vous n'avez pas un État suffisamment fort, vous voyez exactement ce qui se passe au Mali et en Centrafrique. Vous ne pouvez pas faire respecter un certain nombre de règles du jeu entre les communautés. Si l'État n'est pas là, la place vide est occupée par le crime, puisque ce qui est frappant quand on réfléchit à la mondialisation, c'est qu'il y a deux vraies forces à l'œuvre dans la mondialisation, c'est la musique et le crime. Allons plus loin. Il se trouve que j'ai eu l'honneur parce que quand vous parlez avec les amis que j'ai pu me faire à Interpol, ils disent c'est que leur avancée dans le contrôle du crime, c'est peut-être 10, et l'avancée du crime dans la même période, c'est 100. Donc, je ne veux pas vous couper trop l'appétit, enfin la digestion, mais enfin, c'est vrai que le crime avance. Et alors, j'ai une expérience assez précise, c'est que j'ai eu l'honneur d'écrire le premier projet du discours de la Baule pour François Mitterrand, et si c'était à refaire, je ne dirais pas ce que j'ai dit, ou en tout cas, je le compléterais. La démocratie, bien sûr, parfait, vive la démocratie, mais la démocratie, c'est bien, mais il doit être complété de deux manières. Démocratie, bien, mais un droit des affaires, c'est au moins aussi nécessaire. Parce que la démocratie, ça peut tout comme ça, comment dire, bloquer. On peut dire très bien, regardez les démocrates. Et en dessous, on n'a pas de justice. S'il n'y a pas de justice,
S'il n'y a pas un droit des affaires, vous l'avez dit aussi ce matin, évidemment, on ne peut pas développer une économie. Dernier point, la culture. Dernier point, pourquoi? Parce qu'au fond, une démocratie, encore une fois, c'est bien, mais la démocratie est limitée. La démocratie est limitée parce que la démocratie est dans le court terme, parce qu'on essaye d'être réélu. Donc, des visions à long terme, on n'est pas trop concerné parce que c'est les successeurs qui en bénéficieront, premièrement. Deuxièmement, la démocratie, c'est ponctuel, il faut qu'il y ait en même temps des projets. Donc il y a une distinction que j'aime bien entre la démocratie et la République. La République, c'est quoi? C'est un projet commun, c'est la confiance, c'est la fierté. Et on voit que quand il y a des projets culturels ou sportifs, il y a toutes les forces d'un pays qui peuvent être réunies. Et puis je voudrais parler des femmes. Je voudrais parler des femmes parce que je dis au sens culturel, au sens un peu anthropologique, c'est que laisser les femmes en dehors des pays, comme c'est souvent le cas dans les pays émergents, pas toujours, mais c'est souvent le cas. Évidemment, on se perd de leur appoint, mais aussi, quand on ne forme pas les femmes, on a une conséquence immédiate, c'est qu'il y a trop d'enfants. Alors, il y a un tabou qui est le tabou de la démographie. Dans beaucoup de pays, la transition démographique est à l'œuvre, mais dans d'autres pays, elle est soit pas du tout à l'œuvre, comme au Mali et au Niger, et comme par hasard, c'est les pays les plus fragiles, et dans d'autres, on sait qu'il va y avoir une génération difficile. Au Mali, il y a 6,6 ou 6,7 enfants par femme, dans d'autres endroits, c'est 4-5, c'est encore un petit peu trop, et puis, trop, chacun fait comme il veut, mais enfin, pour gérer un peu cet afflux de jeunesse et leur offrir des emplois, donc cette question est absolument clé. J'ai terminé, 2 points seulement, peut-être un seul point. C'est la question du risque. Alors, on ne va pas refaire ce qu'on a dit 100 fois sur le principe de précaution, etc. Ce que je voulais simplement vous faire comme remarque, c'est, d'une part, en changeant le slogan et en défendant le risque, évidemment contrôlé, évidemment bien analysé par la COFAS, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est sûr, c'est le risque du non-risque, c'est-à-dire quand on ne prend pas risque, on est certain de ne pas avancer, et on pourrait dire que 100% des perdants n'auront pas voulu prendre de risque. Et dans votre vie personnelle, si vous regardez, tout, sans exception, tout ce que vous aurez fait de mieux, c'est en prenant des risques, notamment de vous marier, ou pire, de vous remarier. Je vous remercie.